Soyez les bienvenus à Angers, soyez les bienvenus au Pont de C, la ville qui nous accueille, la ville qui accueille le terrain principal de ces Volleyades 2024. C'est un plaisir de se retrouver en cette journée de dimanche, journée de finale. On va monter progressivement en intensité, un match de classement pour commencer sur ce terrain principal. On enchaînera avec la petite finale masculine, la finale féminine et puis pour le feu d'artifice de ces Volleyades 2024, la finale masculine, ce sera tout à l'heure à partir de 15h30. Pascal Bonhomme, fidèle au poste, un vrai plaisir de partager ce week-end angevin avec vous. Toujours vivante grâce à toi, Julien. Alors on va se plonger doucement, ça va nous servir d'échauffement. Ce premier match, ça concerne la place 11-12 du tableau masculin. On vous le rappelle, chez les garçons, les Volleyades, c'est une compétition M15. Chez les filles, c'est une compétition M14. Vous avez certainement suivi les différents volets de notre rétrospective pour les 20 ans des Volleyades. Et vous savez que chez les filles, on a choisi de rajeunir pour des questions de détection, des questions d'équipe de France U16. M15 garçons, M14 filles, c'est le programme qui nous attend. Et ce premier match entre l'Île-de-France 3 en maillot rouge qui est d'ores et déjà sur le terrain et la Nouvelle-Aquitaine 1. Alors là aussi un maillot rouge et noir, rouge et blanc avec des petites rayures, vous allez les reconnaître facilement. Ce qu'on disait Pascal hier, c'est que évidemment la grande finale, eh bien on va avoir beaucoup d'enjeux parce que les équipes vont vouloir gagner. Mais quand on est compétiteur, quand on est un staff technique, dès qu'on se présente sur un terrain de sport, ce n'est pas uniquement pour participer. Oui, surtout que là, même si c'est un match de classement, ça risque quand même d'être un très bon match. Je pense que la Nouvelle-Aquitaine espérait quand même un petit peu mieux là sur cette compétition. Donc ça, moi, je pense qu'ils vont essayer d'avoir cœur à prouver un peu mieux que leur classement, quoi. Ouais, et puis ce sont deux équipes qui se sont rencontrées en poule. C'était vendredi matin dès 9h30. La Nouvelle-Aquitaine s'était imposée 2-7-0, 25-21, 26-24. Pas mal de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de volets depuis. On a eu l'occasion d'échanger avant de monter ici au poste commentateur avec Olivier Audavran qui disait que hier après-midi, le contenu n'était pas satisfaisant parce qu'il y avait pas mal de fatigue et qu'il attend de voir de cette équipe de Nouvelle-Aquitaine un bien meilleur visage ce matin. Voilà, mais avec aussi une très belle équipe d'Île-de-France, Île-de-France 3 qui présente aussi, je ne sais pas comment classer son équipe 2, mais son équipe 3 à ce niveau-là, c'est vraiment impressionnant. Quand je vois un petit peu tes petits commentaires, je vois que c'est encore des très très jeunes. Donc une équipe d'Île-de-France qui se présente beaucoup plus jeune que l'équipe de Nouvelle-Aquitaine. Donc à voir aussi, et on souhaite à chaque équipe de réussir. On va partir avec le passeur de la Nouvelle-Aquitaine, Thomas Schmidt, pour ce premier service. Et un premier jeu par le centre, mais qui sort des limites du terrain, cette attaque de Naël Maïsia. Et puis un petit mot sur le duo arbitral, puisqu'on a pris l'habitude d'évoquer aussi les jeunes arbitres qui officient aux Volleyades. Quentin Ivars pour la région sud et le club d'Avignon est sur la chaise et il sera assisté de Matteo Nadal, région Occitanie du petit club de Saint-Estève. Toujours sous les yeux du superviseur arbitre. Oui, on n'oublie pas la table de marque, mais ce sont forcément des arbitres que l'on verra dans la rotation. Je vois Kylian Schmidt là-bas qui est au scoreur. On risque de le recroiser puisqu'il a déjà officié hier lors des demi-finales et qu'il a fait un travail de fort bonne qualité pour tenir le match qui était assez tendu, hein, mine de rien, entre Sud 2. Et quel était l'adversaire? Je suis en train de rechercher dans ma mémoire. On a fait tellement de matchs. Ouais, c'est vrai, c'était Île-de-France 1. Île-de-France 1 chez les garçons où il y a eu pas mal de discussions et ça a été parfaitement tenu. Des arbitres, eux aussi, hein, qui sont évalués tout au long de la compétition et on devrait avoir les meilleurs d'entre eux sur les finales tout à l'heure. Ouais. Et pour l'instant, on va profiter de ce très beau match d'entrée pour cette fin de week-end. Ouais, et puis une belle ambiance déjà dans ce gymnase des Ponts de C. Et il y aura de plus en plus de monde. Vous verrez, à 15h30, les tribunes seront pleines de monde. Joli renversement en deux. Oh, la petite défense du pied, un ballon qui va passer. Et ça, c'est une belle attaque sur la petite diagonale de la part de Liam Papal. Première année du club de Tremblay en France dans le 93. Un club qui, si je ne dis pas de bêtises, chez les filles, joue les tout premiers rôles actuellement en National 2, avec peut-être l'idée d'accéder à l'élite l'année prochaine. Oui, ça ferait du bien un petit peu à la région parisienne, hein, de cumuler encore des clubs de bon niveau.
Oui, parce que mine de rien, on a parlé du titre de Paris-Levallois, mais avec la fusion, on a presque perdu un club de haut niveau dans cette manipulation. Ouais. Vu le bassin de pratique, ça serait intéressant, en tout cas pour déjà pour les licenciés parisiens, de pouvoir rester dans leur région, rester proche de leur famille. 3-2 pour l'instant pour la sélection Nouvelle-Aquitaine, et on va retrouver au service Éole Pellerin-Guignard du club de l'Escar, seul joueur de première année de cet effectif de Nouvelle-Aquitaine. Avec un service qui passe carrément sous le filet. Ouais, mais c'est un pari, hein, je pense aussi pour cette équipe, parce qu'il semble correspondre un peu aux standards des profils internationaux. Hein. Ouais, voilà, ça ne veut pas dire, hein, bien sûr, que d'autres profils techniques ne pourraient pas émerger aussi sur le haut niveau. Ouais, le plus jeune, mais pas le plus petit de son équipe, Ouais, Éole Pellerin-Guignard. Alors c'est battu là-dessus, mais la belle feinte, c'était bien distillé ça. Bel engagement de Jean-Daniel Savorin du club d'Asnières. Ça fait plaisir aussi de voir un peu des joueurs d'Asnières. Alors il va falloir qu'on trouve le petit ajustement, puisqu'on a un numéro 11 sur le terrain du côté de la Nouvelle-Aquitaine qui n'était pas annoncé sur la feuille de match. Alors évidemment, il n'y a rien de grave, hein. C'est un changement de maillot. Peut-être parce qu'il y a deux jeux de maillot, qu'il y a des tailles différentes. On va essayer de trouver ça rapidement. Je vais faire mes petits calculs. Est-ce qu'on a un numéro 2 ? Pour l'instant, je ne le vois pas. Je vois l'enquêteur Julien trouver j'essaye. tout de suite des solutions. Allez, Gabriel de Marmande au service. On n'a pas de... Alors si mes calculs sont bons, et vous nous excusez, vous nous dites si jamais on doit se tromper, mais a priori on n'a pas de numéro 2 sur le terrain. Ça pourrait bien être Sacha Kufchinetz du club de Landouge qui porte le numéro 11 ce matin. On va aller vérifier l'information pour évidemment ne pas raconter de bêtises. Laissez-nous un message sur le chat hein, si vous voulez qu'on recale la bonne personne au bon nom. Oula, dommage. Bel engagement, mais petit problème de contrôle de balle. Ballon un peu loin là pour le pointu de la Nouvelle-Aquitaine. Ouais, ça en descendant du télésiège, ça s'appelle une faute de quart. Hein. Là, la zone de contact avec la main, c'était pas optimal. Service du numéro 12 de l'Île-de-France. Guillaume Papal, le capitaine de cette équipe. Et un point qui est donné à la Nouvelle-Aquitaine pour une faute de filet sifflée par le deuxième arbitre, Matteo Nadal, qui fait respecter son choix. Et on a évidemment pas réagi sur cette décision du côté de Christian Peña-Lobaton, l'entraîneur sélectionneur de cette équipe Île-de-France 3. Et on retrouve la Nouvelle-Aquitaine au service. Passé, mais bien flottant. Belle fixe arrière, un changement de zone là, de la part du central de l'Île-de-France. C'est bien joué ça avec Lucas Nuc, licencié au club du Vésinet, tout comme son coéquipier Mathis Fagion. Sur le coaching de la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas si tu l'as annoncé, c'est Lionel Nolibos, un formateur qui est déjà bien connu sur le territoire de Pau notamment. Et cette attaque de Martin Rospide, l'un des joueurs expérimentés de cette équipe, capitaine de cette sélection Nouvelle-Aquitaine et pensionnaire du club de La Rochelle. Service court, mais service trop court là de la part de Rudy Pélanque. Peut-être une volonté, comme on disait, d'alterner court-long, mais bon, pour l'instant, un début de partie, il faut le temps de chauffer un peu la machine. Allez, on retrouve Jean Gonçalves Martins, le club de Vélizy, représenté dans cette sélection Île-de-France. Un ballon qui va être rendu. Un belle relance pour le central là. Il a failli accrocher l'épaule du défenseur, mais
C'est bien évité. Ouais, ça s'envole un peu, cette attaque de Jean-Daniel Saouin. L'occasion de citer un autre club formateur du bassin parisien, le club d'Asnières. Tout à fait. Alors peut-être qu'il y a beaucoup plus de joueurs d'Asnières sur les sélections 2 et 1. On verra ça sur la finale. Belle attaque, parce que c'est vrai que de l'Île-de-France, on en aura, le programme, on peut vous le donner. On suit ce match entre Île-de-France 3 et Nouvelle-Aquitaine. C'est un match de classement dans le tableau masculin. On restera avec l'Île-de-France à partir de 11h, la petite finale masculine Île-de-France 1 face à Pays de la Loire 1. Les équipes qui malheureusement se sont inclinées hier en demi-finale. Et puis à partir de 13h30, la finale féminine Sud 1 contre Île-de-France 1. Là encore, dans les 3 premiers matchs, on aura l'Île-de-France. Et puis on terminera avec un petit air ensoleillé puisque ce sera Sud 2 face à Occitanie 1. L'affiche de la finale masculine à partir de 15h30. Évidemment, on se réjouit de passer l'intégralité de cette journée de dimanche avec vous. Comme nous expliquait un peu hier Slimane, c'est que l'Île-de-France n'était pas toujours présente sur le haut de tableau, là, sur les différentes sessions des volleyades, parce qu'il y avait des stratégies de rester dans son bassin et de s'associer aux départements voisins. Là, ils ont opté pour une autre stratégie et on voit que c'est en train de payer. Donc bravo à tous, en tout cas pour cette stratégie qui est payante. Ouais, puis il y a une belle densité quand on sait que l'une des demi-finales chez les filles a opposé Île-de-France 1 à Île-de-France 3. 2 équipes Île-de-France qui ont été mises dans le dernier carré. Ça prouve vraiment la densité, on le rappelle. 50% des licenciés de la Fédération française de volley sont dans le bassin parisien. Et quand on sait que la barre des 200 000 a été franchie il y a quelques jours, ça fait, faites le calcul, quasiment 50 000 licenciés qui évoluent en Île-de-France et qui abreuvent ces sélections régionales. Retour au jeu avec une liaison passe-attaque un peu hésitante, mais il s'est bien déployé là-dessus, Liam Papal. Ça aussi, c'est un signe fort envoyé par le staff. C'est un joueur de première année qui est capitaine de cette équipe, certainement en prévision, en préparation des années suivantes. Et puis l'année prochaine, lorsqu'ils se retrouveront à Châtenay-Malabry, ils auront évidemment non seulement les souvenirs d'ici de ce week-end en Anjou, mais aussi beaucoup d'expérience acquise sur les terrains. Et ça comptera. Avec un très bon service du numéro 11, Naël Mézia, du club de Vincennes. Et du coup, on change quelque chose du côté de Lionel Nolibos pour aller renforcer la réception. Timéo Laborde-Médevieille du club de l'Escar qui vient renforcer le fond de jeu. Encore un bon service de la part du joueur de Vincennes. Un passeur qui était dans le fil et qui n'a pas réussi à mieux faire. Voilà, il y a un petit problème de liaison là tout à l'heure entre le central et son passeur. Et là maintenant, la liaison bien meilleure là. Lucanuc qui a bien claqué ce ballon, le central de cette sélection Île-de-France. Et on retrouve l'autre central au service, Naël Maïzia. Oh, dommage. Il l'a pris un peu dans les lunettes là, celle-là, Lucanuc. On a vu certains joueurs qui jouent avec des lunettes. Ouais, c'est pas évident, mais bon, je pense que il y a des options qui sont faites aussi pour pas porter de lunettes trop jeunes non plus, pas de lentilles trop jeunes, donc peut-être que. Ouais, mordu ce service. Bien vu. Je t'ai vu déjà arbitrer à la place de l'arbitre. Attention, je vais. Restons chacun à notre place. Quentin Ivars a bien vu parce que là, pour le coup, c'est pas juste la petite planche qui a été touchée, voilà, c'est pas la feutrine carrément. Qui a été. Ah ouais, là, on était quasiment dans le bac à sable. Il n'y a pas de défense de Jean-Daniel Saouin. Il nous avait montré des qualités sur la petite diagonale. Liam Papal, cette fois-ci, c'est un petit peu trop croisé. Un peu forcé aussi, mais. On va surveiller un petit peu les ralentis là. On va essayer de décortiquer tout ce jeu. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile et c'est pas le seul sport, le volley, où on se pose souvent la question de jouer avec ou sans lunettes. Certains sont un peu plus intolérants au port des lentilles aussi. Et puis sur la durée de toute une journée de compétition, porter des lentilles de 9h du matin à 20h le soir, c'est pas forcément évident. C'est la raison pour laquelle vous voyez aussi des joueurs qui jouent avec des lunettes. Ouais. Certaines joueuses des États-Unis qui jouent avec des espèces de masques, des lunettes un peu plus grandes là, qui permettent de garder le champ visuel. Donc à voir comment on peut améliorer cette capacité.
Et un premier temps mort pris par la sélection de Nouvelle-Aquitaine parce qu'ils ont 3 points de retard dans ce premier set. 14-11 pour l'instant en faveur de cette équipe d'Île-de-France, qui a aussi peut-être un petit sentiment de revanche par rapport au match de poule qu'ils ont perdu 2-7-0. Oui. L'occasion de revenir sur le parcours de ces deux équipes. Ils se sont donc rencontrés lors du premier match de poule. Pour l'Île-de-France 3, ils ont ensuite eu une victoire 2-7-0 contre la Bourgogne-Franche-Comté. 2 défaites consécutives dans la poule de brassage face à Pays de la Loire 1 que l'on retrouvera lors de la petite finale, mais 25-23, 25-23 à l'époque où Gabriel Magnien était encore sur le terrain. Donc c'est quand même un résultat qui est flatteur. Une défaite face à Auvergne-Rhône-Alpes 1, 2-7-0, ce qui ne leur a pas permis de sortir dans le tableau principal. Et puis hier, une victoire face au Grand Est 1, 2-7-1, une défaite face à l'Occitanie 2, 2-7-1. Et on les retrouve donc ici aujourd'hui pour ce match où ils vont essayer de briguer la 11e place en cas de victoire. On retrouve au service Jean-Daniel Sawin, le numéro 5 de cette sélection francilienne. Belle réception un peu basse, mais qui est obligé. C'est encore un ballon intérieur pour le pointu là, qui est obligé de venir allonger les appuis pour venir à l'intérieur du terrain. Il est un peu loin du filet, mais cette fois-ci, ça va faire le point pour Liam Papal. Les libéraux de l'Aquitaine étaient plutôt bien placés. On sent que pour l'instant, ça attaque beaucoup Diago du côté de l'Île-de-France. Les libéraux très bien placés sur cette frappe d'attaque. Ouais, c'est vrai qu'il a été pas mal visé là. Chiloé Touré-Martin, libéraux de ce club de la Nouvelle-Aquitaine, de cette sélection de la Nouvelle-Aquitaine et du club de Niort, c'est ce que je voulais dire. Et ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Anatole Chaboissan, qui est passé par ce club et qui désormais, alors qui a fait les beaux jours de Nantes-Rezé cette année et qui évoluera l'an prochain du côté de Paris-Volley. Vous l'avez suivi hier soir dans le 3e volet de notre saga dédiée aux 20 ans des Volleyades. Service de Jean-Daniel Sawin. Oh, voilà. Comme il est un peu mieux servi, le pointu, il fait quand même quelques dégâts. Et forcément, il est déçu, Jean-Daniel Sawin, parce qu'il était sur la bonne trajectoire pour défendre ce ballon, mais il y a une faute au filet de ses bloqueurs qui offre le point à la Nouvelle-Aquitaine. Gabriel Dallot du club de Marmande au service, le fameux pointu. Oui, dommage. Pas loin. La préparation du capitaine de l'Île-de-France avec cette espèce de petite routine de concentration au service. Un service court, un petit peu haut, dommage. Ballon rendu. Ouais. Alors ça c'est une offrande faite à Camille Ziba, le joueur du PUC, issu d'une famille de volley. Et sa sœur d'ailleurs, Nicole Ziba, est dans les tribunes. Tout à fait. Et toute la famille. Et ça va faire un deuxième temps mort. Alors vous avez parlé, Pascal, il y a quelques instants de Gabriel Dallot. Ça nous permet de poursuivre notre visite géographique, notre parcours bucolique, puisque c'est le seul représentant du département du 47, du Lot-et-Garonne, qui est présent au Volleyades cette année. Avec des territoires inégalement représentés. On a parlé de l'hégémonie de la région sud dans ces Volleyades depuis sa création, mais on a aussi quelques petits départements qui regorgent de talents un peu plus isolés. C'est l'occasion de citer ces petits départements, évidemment, avec le côté très bienveillant quand on parle de petits départements de volley. Ça montre aussi la capacité des techniciens sur les territoires à construire un bon réseau pour pouvoir donner la possibilité à tous ces jeunes de pouvoir émerger malgré les distances, malgré l'isolement. Ouais, surtout on a parlé de Marmande, on a parlé du Lot-et-Garonne, dans ce territoire où en général l'Ovalie absorbe pas mal de jeunes sportifs. Puisque là aussi on est sur un sport très régional dans le sud-ouest où on essaye de convertir très tôt les jeunes au rugby. Là encore une fois, j'utilise le mot convertir, mais c'est vraiment de manière très positive. Évidemment, faire du sport, quelle que soit la discipline, c'est forcément positif. Ouais, bloc bien fermé, là on a bien fermé la ligne pour le joueur, le poste 4 là, qui était un petit peu enfermé là, et qui, à part pousser dans les mains, il n'avait pas beaucoup de solutions pour marquer ce point. Ouais, puisque Lionel Olibos a déjà utilisé ses 2 temps morts, il faut utiliser une autre arme. C'est le changement de passeur avec Alexandre Kozirev, le joueur du Stade Poitvin, qui entre sur le terrain.
Très bon service. Ouais, c'était bien joué cette zone là-bas entre le poste 1 et le poste 2 pour mettre en difficulté Chiloé, Touré, Martin. Ouais, les directions là, quand on travaille un peu à l'entraînement sur le service, on parle d'essayer de jouer les lignes de côté pour essayer de chercher les épaules extérieures des réceptionneurs, ce qui demande une grande qualité technique pour essayer de garder le ballon dans le terrain. Donc c'est vraiment très très bien joué. Ouais, puis avec une trajectoire un peu fuyante qui file vers la tribune déjà naturellement. Ouais. Il s'est un peu emballé là-dessus, Martin Rospide. Ouais, je pense qu'il était un petit peu trop décalé là sur sa pipe. On n'y est plus vraiment là du côté de la Nouvelle-Aquitaine dans ce premier set et ça se sent au score 21-12 en faveur de cette sélection Île-de-France. Ouais, puis une équipe d'Aquitaine un peu éteinte qui ne cherche pas à aller chercher la dynamique collective. C'est un peu dommage parce qu'il pourrait s'en sortir un peu sur cette qualité-là. Un peu mieux là sur la pipe, un peu plus. La passe un peu plus sur l'épaule de l'attaquant en pipe là, donc il a pu se dépatouiller comme il pouvait là. Et Baptiste Etis qui est resté stoïque, le libéro sur cette première défense de son coéquipier Jean-Daniel Sawin. Baptiste Etis du club de Vincennes. L'occasion pour nous de saluer Hélène Groc qui habite pas loin de Vincennes et que l'on aura le plaisir de retrouver sur les prochaines compétitions de volley assis. J'en profite pour saluer aussi Marianne Groc qui est médecin à l'INSEP et qui est aussi une ancienne volleyeuse avec qui j'ai eu le plaisir de jouer. Donc aussi une famille de volleyeurs, comme quoi dans le volley, on est issu souvent de familles de. Elle était grattée du bout de la phalange cette balle et le jeu qui se poursuit. Le bon bloc derrière, très bon bloc là de Alexandre Kozirev qui n'est pas forcément le plus grand gabarit. Mais très bien placé parce qu'il est vraiment il a main droite sur le ballon, il ferme pourtant bien la ligne. Mais bon, ballon un peu intérieur pour l'attaquant aussi. « 22-14 ». La Nouvelle-Aquitaine au service. Réception moyenne, le passeur obligé de prendre ce ballon en manchette. Là, il t'a cherché bien plus haut là, que le bloqueur. Ça va être un ballon rendu. C'est parfait, le libéraux. Ouais. Ça accroche beaucoup la bande du côté Île-de-France. Ça perturbe un peu la défense aquitaine. Alors là, le scoreur n'a pas été tourné. Ouais, 23-14 exactement. Ça y est, c'est désormais chose faite. Et on va retrouver Mathis Fagion, jeune passeur du club du Vésiné au service. Service à se matcher. Bon service, ça, juste devant le réceptionneur au poste 6. Allez, 24-14, première balle de 7 pour l'Île-de-France. Alors là, ouais. En même temps, 24, c'est souvent les potes qui disent allez, vas-y, lâche. Oui, mais alors attention, on a encore besoin du décorum là, de cette salle. Ce serait bien de ne pas tout descendre dès ce match de classement. On sera obligé de tout remplacer, mais ça pourrait être drôle. D'ailleurs, vous vouliez qu'on mène une petite enquête, Pascal, on va pouvoir la mener, puisque devant la banderole de la région Pays de la Loire, il y a une petite banderole Happy Birthday T. Super. Alors on ne sait pas qui est à découvrir. Ouais. Vous pouvez chercher, si c'est dans ce match, ça peut être Chiloé, ça devrait Thomas être du côté Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça peut être Thomas, Timéo. Ouais, Chiloé, il y en a 3. Ouais. Et on se base sur cette balle de 7, mais faute de fil sifflée contre la Nouvelle-Aquitaine. 25-15, c'est le score de ce premier set remporté par l'Île-de-France. Et on va revoir ce dernier point du set. Bon, en tout cas, on va se retrouver d'ici quelques secondes, mais c'est pas bien grave. On va monter en puissance tout au long de cette journée avec les finales. 13h30 pour les filles, 15h30 pour les garçons. On aura la petite finale masculine aussi à partir de 11h. Un petit détour par les partenaires de ces volleyades. Et nous, on se retrouve d'ici quelques petites secondes ici au Pont de C.
am no regular citizen. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions so I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself falling. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. De retour ici à Angers pour ce deuxième set entre l'Île-de-France 3 et la Nouvelle-Aquitaine. On est bien dans notre petite position ici en altitude, Pascal Bonhomme, pour observer tout ce qui se passe. Alors on manque un peu d'oxygène par moment, mais tout se passe très bien. Alors on a été vérifié, et c'est la raison pour laquelle je suis légèrement essoufflé. Je voulais pas trahir le secret, mais... Non, c'est bien Sacha Kujvinets qui porte le numéro 11, changement de maillot par rapport à la taille de ce jeu de maillot. Julien qui s'est dit qu'il allait être au service de nos téléspectateurs et d'aller chercher l'information. Voilà. Il a piqué un sprint. Mais je sais que pendant ce temps, Pascal, vous avez mené l'enquête sur le Happy Birthday. Ah, voilà, je pense que tu as mené encore ton enquête. Absolument pas. Les yeux partout. On sait que voilà, on va faire un gros plan pour souhaiter le bon anniversaire. On a trouvé la personne qui était concernée. Donc vous allez voir ça en gros plan dans quelques instants. 25-15, le score de ce premier set. Un petit peu le scénario inverse de ce qui s'est passé lors du match de la phase de poule. Alors, on le disait, on discutait avec Olivier Audabran avant le match. Le premier match de vendredi à 9h30 et celui que vous jouez le dimanche matin, il y a beaucoup de volets, beaucoup de sport qui se passe. Et vous le voyez, le Happy Birthday, voilà, au-dessus de la sélection Nouvelle-Aquitaine, c'est le numéro 6 que vous voyez au premier plan. Du club de l'Escar. Exactement. Alors, il a joué avec la banderole dans le dos lors du premier set. Cette fois-ci, il va l'avoir plein visage pendant tout un set. Ça aussi, c'est un moment qu'il va forcément garder dans sa mémoire. Ouais, je vous disais, entre vendredi matin 9h30 et dimanche matin, il y a beaucoup de sport, beaucoup de volets qui se passent. Et on voit beaucoup de joueurs aussi qui prennent de l'expérience, qui progressent en très peu de temps finalement avec l'enchaînement de ces matchs. Ça peut être un peu tout ou rien. Ça peut être aussi un joueur qui arrive avec une surcharge d'entraînement, avec beaucoup d'entraînement avant et qui perd un peu en qualité aussi au fur et à mesure des matchs parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a des joueurs qui sont sursollicités aussi dans leur équipe. Et puis il y a des joueurs qui vont se révéler, peut-être qu'ils sont un peu en manque ou ils sont dans des régions, c'est plus un peu trop le cas, mais des régions comme la Réunion où on ne s'entraîne pas suffisamment et qui montent en puissance au fur et à mesure de la compétition. Donc voilà, en général, on monte en puissance au fur et à mesure de la compétition. Ouais, on l'a aussi vu sur la journée de vendredi, on en parlait avec les primo-débutants, ceux qui ont peu de volets derrière eux et qui découvrent ça et qui au fur et à mesure de la compétition prennent confiance parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'on leur fait confiance. Et ça, c'est des moments qui comptent aussi la progression en situation de match. Il y a aussi beaucoup de techniciens qui disent que sur 3 jours au volley-yad, ils gagnent presque 3 mois d'entraînement. Ah oui, à ce point-là. Oui. Ouais, ça fait beaucoup et ça donne encore plus de valeur à cette compétition et au plaisir que l'on a d'être ici dans la banlieue sud d'Angers sur ce terrain principal des volley-yad 2024. Alors là, on a un petit arrêt de jeu parce que le ballon est parti derrière nos cadreurs, que l'on salue, que l'on remercie. Oui. On aura le petit mot de remerciement évidemment avec tous ceux qui nous ont aidés et qui contribuent à faire de cette diffusion un réel succès. Les moyens techniques de la fédération, la réalisation d'Arnaud Bessa et tous ces jeunes cadreurs qui non seulement prennent de l'expérience eux aussi, mais qui en plus nous permettent d'avoir de magnifiques images ici au volley-yad. Un bel échange là, un bon renversement du passeur aquitain et une belle balle placée du côté
de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a eu le cas hier, on a eu le quart de finale pour les places 9-16 qui était peut-être le match avec le moins d'enjeux hier après-midi. C'est pourtant celui qui a été le plus disputé, 16-14 au tie-break. C'est pas parce qu'on est sur un match de classement 11-12 que ce ne sera pas accroché et la Nouvelle-Aquitaine compte bien défendre chèrement sa peau dans ce deuxième set. Oui, je pense qu'ils sont un peu passés au travers là, donc ils ont à cœur de faire un petit peu mieux là. Voilà, même si on sent l'Île-de-France vraiment une équipe très technique qui fait quand même très très peu de fautes et qui fait jouer et qui fait déjouer même l'Aquitaine. Voilà, au service numéro 4 de l'Île-de-France, Camille Ziba du PUC. Voilà, très bon service matché, c'est un deuxième année mais très bon joueur technique. Une passe de relais plutôt bien placée là pour le libéro. Le pointu de l'Aquitaine, rageur là qui joue le haut des mains. Martin Rospide de La Rochelle. On salue le club de La Rochelle qui monte en puissance aussi par l'intermédiaire aussi du Pôle Beach. Allez, numéro 12, capitaine de cette sélection. Belle relance. On va pouvoir jouer par le centre. Central qui est un petit peu loin de son passeur. Alors peut-être que c'est une stratégie de l'équipe de décaler le central, mais habituellement on demande au central de venir vraiment proche de son passeur. Numéro 11 de l'Île-de-France, Naël Mazia de Vincennes au service. Belle réception à 10 doigts, même si elle est un petit peu loin. Voilà. Même si le passeur était un peu éloigné du filet, là, il a offert une belle balle au pointu qui a pu bien s'appuyer sur le ballon. 4-2 pour l'Aquitaine, qui montre un bien meilleur visage que sur le premier set. J'ignore quelle a été votre version, Pascal, de mon absence. C'était absolument pas une pause pipi, mais une question un peu essentielle qu'on avait oublié de poser, puisqu'on est dans la journée de dimanche et dans les matchs de classement. L'importance de savoir si on joue en 2 ou 3 sets gagnants. Exact. Ça peut avoir une importance. Alors sur ce match-là, on est en 2 sets gagnants. Le superviseur arbitre m'a dit, a priori, ça ne devrait pas changer. Mais dans mes souvenirs, les finales étaient en 3 sets gagnants. Donc on va être très mesuré. C'est 2-7 pour moi. Y compris pour les finales masculines et féminines. Vu l'horaire entre les filles et les garçons, ça m'étonnerait que ça soit 3-7. Mais j'ai connu aussi des volleyades à 3-7. Donc c'est vrai qu'il faudra qu'on confirme. Je vous confirme que Julien n'a pas mis son survêtement, mais qu'il a déjà réalisé 2 sprints dans la matinée. Donc il sera en forme pour ces finales de cet après-midi. C'est le fameux travail dans les marges du gymnase pour l'avant-saison. Vous savez ce qu'on fait pour travailler un petit peu le cardio et le bas du corps. On fait des gradins comme vous dit. On va surtout être des gradins. Ouais. On va surtout être vigilant pour les finales, pour ne pas dire de bêtises, parce que ça change beaucoup de choses de jouer en 2 ou 3 sets gagnants. En tout cas pour ce match-là, 11-12, on est sûr et certain, ce sera en 2 sets gagnants, comme ce que vous avez eu l'habitude de voir depuis vendredi. Ouais. Je crois que le numéro 7 a fait faute de fil en essayant de sauver cette balle, donc on ne peut pas lui en vouloir. Il était au service de son groupe là, en essayant de sauver cette balle, mais il a arraché le bas du filet. Et on retrouve l'Île-de-France au service. L'Île-de-France qui a une petite longueur d'avance, 5-4. Jean-Daniel Saouin au service. Une passe magnifique là, vraiment dans la combinaison fixe pipe là. En général, pour les techniciens, on dit que le joueur central vient fixer proche du passeur et on décale la pipe sur la ligne arrière, un petit peu derrière le pointu pour jouer sur l'espace, en plus de jouer sur le temps. La réception compliquée, mais un ballon qui reste en vie. Ballon rendu à la Nouvelle-Aquitaine. C'est pas mal, c'est le changement de zone là. Ouais, le bloc en 1 contre 1 là. Ouais. Mathis Fagion qui n'a pas bronché. La main gauche solide. C'est dommage parce que le central a fait vraiment tout le travail en essayant de démarquer l'attaquant du poste 4 là, en jouant derrière. On va le voir sur le ralenti. Le central qui va venir derrière et qui va libérer. Qui attire deux bloqueurs. Ouais, c'est ça. Qui va libérer le poste 4. Voilà. Bon, après, un petit problème de morphologie ou de. Il n'a pas cherché trop à aller chercher la petite gaillère. Encore quelques erreurs là du côté aquitain. Donc. Permet pas forcément de reprendre l'avantage. Ballon un petit peu bas là pour Martin Rospide. Et le premier midi break dans ce deuxième set pour l'Île-de-France, 7-5. Oh là là, l'intervalle. Alors là, on appelle ça une zone de conflit. Mais là, je pense que
Le libéro jouant en 1, il devrait prendre sur sa gauche. C'est lui qui est prioritaire sur l'intervalle pour libérer le pointu aussi de la réception, même si c'est son rôle aussi de réceptionner. Ouais, le fameux manque de communication. Ouais. Nous, sur les jeunes, on leur apprend à donner avant. On se place en récep et on annonce les priorités, de quel côté je vais prendre prioritairement la réception. Et éventuellement aux libéraux un peu de diriger tout ça ou de dire que lui, voilà, il prend toute cette zone et les coéquipiers prend le reste de la zone. Mais habituellement, on demande aux joueurs d'annoncer la priorité dans les intervalles pour savoir qui est prioritaire. Ouais, Lionel Nolibos qui a pris un temps mort à 8-5 tout de suite pour essayer de ne pas laisser cet écart grandir. Et on voit Lionel Nolibos, Karl Breton, Olivier Audabran qui essayent de chercher des solutions pour leur protéger. Pas mal de fatigue, c'est ce que soulignait aussi Olivier Audabran dans l'avant-match. On l'a ressenti à partir d'hier après-midi. Alors peut-être aussi que l'enchaînement de 2 défaites vendredi, samedi matin, ça n'aide pas à récupérer. Ça n'aide pas non plus à la dynamique d'équipe. Et c'est vrai que chez les garçons, c'est très important de montrer ce qu'on vaut. Donc voilà, c'est dur mentalement. Mais c'est aussi très formateur. Les défaites, c'est formateur. Ouais, dommage, parce que l'intention était d'aller chercher la ligne, mais il a oublié un peu de lever le bras là, chez Ziba. Ouais, c'est vrai qu'on a l'enchaînement des matchs dans ces volleyades, mais lorsque vous arrivez un jour aux portes de l'équipe de France A, et c'est ce qu'on souhaite évidemment à tous ces joueurs, c'est tout ce boulot des volleyades de repérer les futurs potentiels de nos équipes de France féminines et masculines. Si vous voulez remporter de grandes compétitions, alors que ce soit les Jeux Olympiques, mais aussi des championnats d'Europe, des championnats du monde, il faut avoir cette capacité à enchaîner des matchs, à enchaîner des victoires dans un espace-temps assez restreint. Et aussi de plus en plus un domaine qui prend de plus en plus de place, en plus de la préparation mentale, dans la préparation des jeunes, c'est ce qu'on appelle l'entraînement invisible, c'est la récupération, le sommeil, apprendre à plus utiliser son téléphone portable à partir d'une certaine heure, essayer d'être raisonnable. Des fois c'est difficile dans un groupe, on passe un peu pour le loser quand on dit ok, moi je me sépare de mon téléphone, j'appelle plus papa maman à pas d'heure. Et où je reste sur les réseaux pendant des heures et des heures, mais ça fait partie de l'entraînement d'un sportif de haut niveau. Oui, et puis avec cette génération ultra connectée, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les vrais repères. Le loser, finalement, c'est celui qui perd le match le dimanche après-midi. Ouais. C'est pas celui qui s'est couché tôt. Ouais, je pense. Je suis complètement d'accord. C'est important de le redire. Qui valide. Voilà, bravo. Ouais, c'est toute cette. Mais on parle un petit peu aussi de cette pression extérieure, cette question d'être avec les potes, de s'intégrer dans un groupe. Et les intentions l'ont bien souligné. Mais lorsqu'il faut performer sportivement, il faut peut-être mettre certaines petites habitudes de côté. Voilà, s'éduquer pour aller loin, c'est quand même prioritaire. On vient de. Bon, désolé, on s'égare, mais c'est vrai que. Ça fait partie aussi de ce côté très, très pédagogue qu'on doit avoir, Pascal. C'est important. Je suis d'accord. Et on a vu une belle attaque là, du côté de l'Aquitaine avec le poste 4, c'est le numéro 12, il me semble, Martin Rospide, qui a claqué cette attaque. Là, poste 4. Bonne réception, on a cherché le centre, mais la Nouvelle-Aquitaine qui va pouvoir rendre ce ballon. Alors, facile. Poussé, alors plus qu'en 4, celui-là il était pour le premier rang des tribunes, mais ça va revenir. Nouvelle chance pour le passeur francilien. Oh, dommage, la paille passe, c'est dommage. Chercher à 3 mètres, on se bat et on va rendre ce ballon avec Alexandre Kozirev. Ah, c'est bien joué là, c'est bien joué. Ça c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre aux joueurs, c'est à apprendre à lire. Est-ce que le poste 4 adverse vient à l'entraide avec le central pour savoir où on place la feinte. Et c'est aussi au poste 5 de décaler la défense pour pouvoir compenser l'entraide de l'ailier. Bon, c'est un petit peu technique, mais voilà, c'est aussi stratégique là, pour l'apprentissage de ces jeunes joueurs. Baptiste Fagion, le passeur du Vésinet au service. Service matché long, trop long, et bien évité ça par Gabriel Dallot qui s'est bien baissé pour éviter que ce ballon ne lui effleure la colonne vertébrale. Et changement du côté de l'Île-de-France. Jean-Gonçalves Martins qui remplace Mathis Fagion. C'est un changement de passeur. Voilà, ils n'étaient pas prêts à l'Île-de-France là. On sent que... Le ballon sorti du fil comme il le peut par le jeune passeur. Ouais, belle passe, bien haute pour... c'est au moment justement où ils doivent frapper fort, où on pense que tout le monde, ce joueur va frapper fort, qu'il faut placer la feinte.
Et là, c'est très très bien joué. Allez, la Nouvelle-Aquitaine qui revient dans ce deuxième set, encore 2 points de retard. Toujours 11-9 en faveur d'Île-de-France. Bon service là, tombant là. Ouais, le bon réflexe du libéro néo-aquitain. Là, il y a beaucoup de portée là. Il y a au moins 2, voilà. Ah, on vous sent dans le match là, Julien. C'est... Je suis en train en même temps de réviser mes petits gestes d'arbitrage. 12-9. On retrouve Camille Ziba au service. Petit service bricolé, mais il était bien haut celui-là. Oh, ouais, lui aussi était beau, mais il a piqué un petit peu son ballon alors qu'il aurait pu aller chercher le haut des mains et aller chercher cette ligne à fond de terrain. Mais l'important, c'est de marquer. Alors que l'on a les joueurs de la petite finale qui sont en train d'arriver, de se préparer, de s'échauffer doucement, de préparer les maillots, le petit rituel d'avant-match important pour avoir ses repères. Voilà, dommage. Le passeur fait un très bon boulot du côté de France, mais très souvent son attaquant à 1 contre 1, mais voilà, il manque un petit peu de précision au niveau de l'attaque parfois, où on veut forcer un peu l'attaque et du coup on cherche on force, donc on est souvent en bas de fil. Ballon qui va être rendu. Le poste 2 un peu loin ce ballon. Passe de transition. Ouais, difficile pour l'instant de faire la décision parce que la qualité de passe est un peu moyenne. Et voilà, dès que la première bonne passe est envoyée là-bas en 2 à Jean-Daniel Sawin, ça fait mouche. Ce match, l'Aquitaine n'arrive pas à avoir un niveau minimum pour pouvoir exploiter les attaquants. Pourtant, ils ont des forces vives, hein, mais je pense que c'est la qualité du premier contact plus les qualités du deuxième, les passes de relais qui ne permettent pas forcément à être toujours en situation de pouvoir gêner l'adversaire. Et Sacha Kufchinets qui est de retour sur le terrain, le numéro 11 de cette sélection de Nouvelle-Aquitaine. Tiens, petit détour par le poste commentateur. Bonjour Pascal, regardez, vous êtes sur le petit écran de contrôle. Je ne sais pas où est notre espionne. Mais... Oh, de l'autre côté là-bas, dans la tribune en face, juste sous le Happy Birthday Thomas. Ballon qui reste en vie. Ah, pourquoi il n'y a pas été là sur ce coup-là? Ouais, il s'était engagé un peu vite là. Et, il a eu un ballon haut alors qu'il attendait un ballon vite. Ouais, alors que la passe n'était pas si mauvaise et ce rallye qui se poursuit. Bonne défense. C'est le libéro qui va prendre la passe puisque le passeur avait pris la défense. C'est bien vu là de la part Et faute au filet sanctionné contre Timéo Laborde, Médevieille, joueur du club de l'Escar, comme 2 de ses coéquipiers, Thomas Schmitt, qui justement fête son anniversaire, et Ol Pellerin-Guignard. Et Lionel aussi, Lionel Molibus, entraîneur de l'Escar. Je parlais de tout, mais je ne sais plus exactement si il est un petit peu sur les deux. Je ne sais pas si c'est les 2 clubs ou il doit être enseignant sur l'un et acteur sur l'autre, mais il me semble qu'il est au club de l'Escar. Ah non, des fleurs de peau peut-être. Sacha Kufchinets au service. La Nouvelle-Aquitaine qui est revenue à un petit point, 13-14. C'est un peu mieux, un peu le service. Oh, celle-là, elle était accélérée. Un petit peu trop peut-être pour Lucas Nuc. C'était en tout cas assez audacieux de la part de Mathis Fagion de lui envoyer un laser à ce point. Ouais, c'était. Ah non, c'est pas ça, il est capable de jouer vite. Est-ce qu'on va y retourner avec le central? Oui, pour lui redonner confiance tout de suite. Lucas Nuc qui met ce point. Il est propre ce passeur, il me plaît bien. Pourtant, j'avais focalisé sur le libéro la dernière fois. On va retrouver au service. Liam Papal, le joueur de Tremblay. Ouais, une belle réception hein, voilà, qui permet de jouer au centre, mais il y a une faute de fil. Je pense que c'est le passeur, moi, mais je ne suis pas certaine. Je pense que le central soit s'en est pas rendu compte.
Et ça Dommage, ouais. creuse très vite. Et du coup, nouveau changement du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec Rudy Pélanque, joueur du club de Saint-Jean-d'Ilac, qui entre sur le terrain à la place de Timéo Laborde Médevieille. Non, pas du tout, à la place d'Arnaud Ploie. Oh, bien joué, bien joué. Il y a une grosse différence hein, de position des réceptionneurs. Là, on voit vraiment que les joueurs de l'Aquitaine hein, sont très très reculés, sont presque à 8 mètres hein, sur leur placement en réception. Et par contre, c'est un peu lié à mon avis à leur gabarit. Alors qu'ils pourraient être très avancés et jouer à 10 doigts. Mais donc, il y a des positions comme ça en fonction de la taille et le morphotype des joueurs. Je pense que l'Île-de-France joue plutôt avancé en réception, mais ça, j'ai pas encore vérifié ça. Et temps mort posé par la Nouvelle-Aquitaine, 17-14 en faveur de l'Île-de-France. On vous rappelle, si vous nous rejoignez, que l'Île-de-France a remporté le premier set dans ce match de classement pour les places 11 et 12 dans ce tableau masculin des Volleyades 2024. Et puis, si vous êtes à l'instant connecté avec nous, évidemment, soyez les bienvenus sur ce direct. Une grande journée de volley nous attend, avec à partir de 11h la petite finale du tableau masculin entre l'Île-de-France 1 et les Pays de la Loire 1. Et puis une après-midi où on va monter encore un petit peu en température, monter en ambiance, avec à partir de 13h30 la finale féminine Sud 1 contre Île-de-France 1. Et à 15h30 la finale masculine. On attend du grand spectacle entre Sud 2 et l'Occitanie 1. Oui, vous avez bien entendu, Sud 2, c'est bien l'équipe 2 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'est qualifiée pour cette finale masculine. Il y a encore beaucoup de petites imperfections là, du côté de la Nouvelle-Aquitaine, avec une faute directe là, des attaquants qui lâchent beaucoup de points pour l'adversaire. Et un jeune supporter, là, vous l'avez vu, qui encourage là-bas devant la banderole Thomas Schmitt. C'était assez amusant. Cette banderole Happy Birthday qui est apparue dans la nuit, hein, puisque hier ce n'était pas d'actualité, demain ce sera trop tard. C'est bien aujourd'hui que Thomas Schmitt fête son anniversaire. Il y aura peut-être un anniversaire à quelqu'un d'autre demain vu le nombre de participants. Oui, mais peut-être qu'on ne sera pas là demain, Pascal. Enfin, exact. Vous pouvez y rester, hein. on prend beaucoup de plaisir ici au Pont de Finalement, on C. est bien, voilà. Mais il y aura un peu moins de volets dans la salle. On sera plus sur la phase de démontage et c'est important aussi de remercier tous les bénévoles qui s'investissent tout au long de cette compétition, mais qui ont commencé depuis bien longtemps et qui finiront bien après nous la partie rangement de cette belle compétition. Ah, c'est mon défaut hein, de vouloir rester quand je me sens bien quelque part, donc c'est bien. Oups. Beau bloc. On y retourne une deuxième fois, la grande diagonale, mais c'est hors des limites du terrain. Pas facile hein, de contourner le bloc là. Ouais, Camille Ziba qui la première fois s'est heurté au bloc, donc il fallait trouver une solution. Service hein, de Timéo Laborde. Voilà, une belle balle placée du numéro 16 de l'Île-de-France. Lucas Nuc qui a placé cette balle là, du côté du poste 2. Un changement de joueur du côté Île-de-France. Et 20-16, on fait participer tout le monde à la fête. Un joueur de la catégorie M13, tiens, Alexandre Sassi, ça va vous plaire, du club de La Rochette, le plus jeune joueur de cet effectif. Alors lui, s'il est là cette année, c'est qu'il a encore 2 possibilités supplémentaires de faire les Volleyades. Ouais, il fait une bonne rentrée, hein, très bon service. Ballon feinté, cœur de terrain, mais qui va être relevé. Bon renversement vers le poste 4 et le bloc-out trouvé par Camille Ziba. Bah tiens, puisqu'on parle de Camille Ziba, la famille est dans la tribune et vous parliez de la génération téléphone portable. Nicole Ziba est en train de gérer quelques affaires peut-être pour son futur club, mais en tout cas elle est venue observer le petit frère ici à Angers. Voilà, la maman toujours autant passionnée de volley. Nicole Ziba qui évoluait cette saison sous le maillot de Calais, si je ne dis pas de bêtises, et qui était passée il n'y a pas si longtemps que ça par le club de Levallois, l'année où le club est monté d'élite en Liga féminine. Oui, tout à fait. Une francilienne. La bonne défense. Oh, la pipe là, bien lancée. Est-ce qu'elle a franchi le filet cette balle? L'arbitre qui dit oui. Ah, le beau bloc là du numéro 10 de l'Aquitaine, Rudy Pélanque. Du club d'Illac.
Fred Guillac qu'on a vu évoluer cette saison en Liga masculine. Si je dis pas de bêtises, sportivement, il devrait faire l'ascenseur et retourner l'an prochain en Ligue B, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer l'été avec toutes les décisions qui dépassent largement le cadre sportif et qu'on ne maîtrise absolument pas. Balle dehors, après un beau bloc comme ça. Elle est donnée sur la ligne. Ouais. Elle est sur la ligne et le coach francilien qui est très fair play, Christian Peñal au bâton qui la confirme. Et on retrouve la Nouvelle-Aquitaine qui a 3 longueurs de retard au service. Et la bonne réception là de Baptiste ETS. Et la faute grossière de Camille Ziba qui s'est un petit peu précipité là-dessus. C'est un match un peu haché. Là, on voit quelques belles attaques, mais il y a aussi beaucoup de fautes. Oh, elle est longue, elle a volé cette balle jusqu'en dehors des limites du terrain. Tiens, on va en profiter avant la fin de ce match pour remercier d'ores et déjà toutes les équipes techniques autour du réalisateur Arnaud Bessa, notre très jeune équipe de cadreurs, de cadreuses, mais qui nous aide aussi à gérer le score. Clémentine Moreau, Antonin Perrault, Enzo Battet, Vivien Salmon, Mathéo Vivier, Carole C2, Marie-Lou Huro et Emma Régis qui sont avec nous pour toute la durée de cette compétition et qui font un boulot absolument exceptionnel, parce que c'est vrai que nous on a le privilège, Pascal, d'être à cette position où on nous entend, on nous aperçoit par moment, mais sans les personnes qui nous produisent ces images, eh bien il n'y a pas de télé, et c'est important de toujours bien remercier les moyens techniques qui sont mis à disposition et qui nous permettent de travailler dans les meilleures conditions. Voilà. C'était important et sincère de les remercier. Ouais, bravo à tous ces jeunes là qui sont en plus ponctuels, assidus et sur qui on a pu compter tout le week-end. Et que l'on va continuer de solliciter jusqu'au final, évidemment, pour vous proposer ces magnifiques images ici au gymnase athlétisme des Ponts de C. Voilà, réception directement sur la mire là. Et pendant qu'on était dans ces remerciements, la Nouvelle-Aquitaine a poursuivi sa remontée 22 partout. Ouais, avec une bonne qualité de service, ce qui, comme on disait, est une arme essentielle dans le volley. On retrouve Alexandre Kozirev. On le retrouvera juste après le temps mort de Christian Peñal au bâton, qui forcément espère conclure ce match, lui qui a remporté le premier set avec son armada francilienne. Mais à 22 partout, rien n'est fait. Et on pourrait vivre comme hier matin un premier tie-break dès la première rencontre de cette journée. Oui. On avait dit que ce match ce serait un peu un échauffement pour nous, une mise dans le rythme avant de monter en intensité. Et bien si on peut avoir 3 sets pour bien s'échauffer, Pascal, personne ne sera déçu. Voilà. Alors, on est vraiment en inside de ce temps mort de l'Île-de-France. Ça aussi c'est une habitude à prendre pour ces jeunes joueurs. Les caméras un peu braquées sur eux. Ça met un peu de pression aussi quand vous savez que vous êtes filmé. Même aux entraîneurs. Alors ils ont un peu de chance, c'est qu'on n'a pas mis la perche, ils ne sont pas sonorisés aujourd'hui. Donc ils peuvent y aller et il n'y a pas de filtre. Mais bon, on notera quand même que c'était assez correct. On n'a pas eu nous, en tout cas de notre position, on n'a pas vu beaucoup de problématiques d'entraîneurs qui pourraient éventuellement s'énerver sur l'arbitrage ou voilà, sur la situation qu'ils sont en train de vivre, parce que c'est difficile de rester calme comme quand on est autant passionné de cette discipline. On a vu un super bloc de Martin Rospide et la Nouvelle-Aquitaine qui passe devant et qui est plus combative dans cette fin de deuxième set pour l'instant sur tous les petits ballons. Très belle passe de relais là, du libéro, c'est très propre, assez haut pour l'attaquant. Et Camille Ziba qui s'en sort là-bas au poste 2 et qui va aller servir. Il a le bras bien chaud après ce block-out qu'il vient de trouver. Le jeune libéro, un d'Île-de-France, là, Baptiste Eti. Alors j'ai déjà tenté Etis. Je ne sais pas s'il faut le prononcer à la française ou à l'anglaise et on s'excuse auprès de sa famille évidemment. Voilà. Mais le cœur y est. Club de Vincennes, le jeune libéro d'Île-de-France. 24-23. Une première balle de 7 pour la Nouvelle-Aquitaine. Et on va retrouver Martin Rospide, le capitaine expérimenté de cette sélection. Joueur de La Rochelle.
Et la bonne réception, j'allais dire bonne, mais elle est trop proche du filet. Et c'est un franchissement qui est sifflé contre la Nouvelle-Aquitaine. À ce moment du match, c'est dur, mais ça donne envie hein, quand il y a un ballon qui roule sur le filet. On a envie tout de suite de le jouer, quoi. Mais c'est sûr que le ballon est un petit peu perdu hein, du côté Île-de-France. Le passeur n'aurait pas pu faire grand-chose puisqu'il était, il me semble, arrière. Discussion avec Quentin Ivars, le premier arbitre de la région sud. Échange avec le capitaine de la sélection, Martin Rospide. Ça mériterait d'être mis à remettre, mais bon, c'est pas comme ça qu'on oriente un peu l'arbitrage. Ouais, parce que je vous confirme qu'on n'a absolument pas eu le temps d'installer le challenge vidéo pendant la nuit et qu'on se retrouve donc à 24 partout. Service Île-de-France. Naël Maïsia. Ouais, belle passe. Bien placé c'est le bon soutien là-dessus. Et il va s'en sortir du bout de la phalange là-dessus, Jean-Daniel Sarouin. Un peu à la Beecher, avec un 4 long ligne parce que le ballon était vraiment près du fil. Et on était il y a quelques secondes sur une balle de 7 pour la Nouvelle-Aquitaine. Sur une petite erreur là, de ballon, de retour de ballon là, qu'on a claqué et qu'on n'a pas. Une petite erreur de jeunesse, dommage. Et c'est pas encore terminé. Ouais, ça fait balle de match quand même pour l'Île-de-France. Il va falloir être bon sur la réception, c'est le cas. Bonne attaque. Derrière, on se bat et on va rendre ce ballon. L'occasion de reconstruire. On retourne là-bas vers le poste 4. Le bon bloc. Encore une fois, le poste 4 pour la troisième fois. On cherche le block-out. Mais le ballon qui va revenir et ce sera encore une fois rendu. Bataille du côté Île-de-France. Alors on va changer l'option. Le poste 2 qui dépose ce ballon. Moi je la vois dehors aussi. Ouais. En dehors des limites du terrain, ce petit ballon qu'a essayé de déposer Sacha Kufchinets. On va le revoir au ralenti, on va voir. Ils ont eu l'ascendant pendant tout le point, les joueurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est bien pour l'Île-de-France que ce ballon tombe en dehors des limites du terrain. Victoire 2-7-0. 11e place pour Île-de-France 3. 12e place pour Nouvelle-Aquitaine. Bien écoutez, on a déjà eu un bien joli match pour cette première rencontre de dimanche. Vous avez été nombreux à être avec nous. Je sais que vous serez encore plus nombreux à partir de 11h pour la petite finale du tableau masculin. On vous donne rendez-vous juste avant 11h pour l'avant-match de cette petite finale. Elle opposera Île-de-France 1 à Pays de la Loire 1. On se retrouve d'ici, allez, une grosse demi-heure ici au Pont de C. Je voulais faire un petit bonjour à Christophe Clément sur l'Aquitaine. Là, j'aurais aimé le voir sur les Volleyades. Il y a quelqu'un qui a œuvré énormément sur le volleyball féminin en Aquitaine. Donc voilà, je l'embrasse. Mais je vous rassure Pascal, les filles, on les retrouvera à partir de 13h30 pour la finale entre Sud 1 et Île-de-France 1. On va préparer ce match, cette petite finale pour la 3e place dans la compétition masculine. Et je vous l'ai dit, le rendez-vous un petit peu avant 11h sur ce terrain principal. Soyez avec nous, on se réjouit de passer cette journée de dimanche en votre compagnie. Merci Julien.